S'il y a un quartier rassembleur à Québec, c'est Saint-Sauveur. C'est mon Saint-Saul chéri. Il y en a pour tous les goûts ici, mais il y a des petits bijoux gastronomiques qui font vraiment la renommée de la ville de Québec. Je m'appelle Alison Vandracel. Bienvenue dans mon petit guide gourmand de Saint-Saveur. Saint-Saveur. Saint-Saveur, Saint-Saul, c'est le OG. C'est le quartier ouvrier de Québec. Puis on le sent que les gens ont trimé dur ici. Et la nouvelle génération d'habitants du quartier, elle continue d'insuffler cette belle énergie contagieuse. Et écoute, qu'on parle de profession, de culture, de nationalité ou de génération, ici, on le sent que la diversité et l'ouverture sont belles et grandes. Melba, c'est le petit nouveau français dans le quartier. Ici, c'est vraiment l'expérience et la technique des chefs Alexandra Roy et Charles Provencher-Proux qui est gage de qualité. Merci, Alexandra, Charles, de m'accueillir chez vous. Merci à toi. Ça fait plaisir, merci d'être là. Oui, c'est drôle parce que c'est vous qui me racontez, vous êtes quand même assez jeune, mais votre expérience, elle est extraordinaire. Fait que vous avez vu beaucoup de restaurants, tant en Europe, tant ailleurs dans le monde, pour revenir à Québec, éventuellement, et établir tout ça avec Guillaume Saint-Pierre. C'est quoi le parcours? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes rendu à faire un restaurant d'inspiration française dans Saint-Sauveur? Guillaume, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à trouver l'angle pour attaquer un peu la cuisine française qui fait partie de nous, dans le fond. Puis notre passage en France, c'était juste vraiment important d'ajouter le plus de cordes à notre arc possible avant. Pourquoi? Pour ajouter à la palette de saveurs qu'on peut aller chercher, toutes les connaissances qu'on peut aller chercher, puis juste offrir un produit de plus grande qualité possible, dans le fond. Là. Moi, je trouvais ça vraiment important. Je savais pas au début qu'on irait en France. J'avais peur. On a juste décidé de sauter puis d'y aller parce qu'on avait besoin de cet apprentissage-là. On le voulait, on voulait voir autre chose, on voulait découvrir qu'est-ce que c'était en fait la cuisine française. Parce Et finalement? Finalement, c'est comme pas la cuisine française qu'on s'imagine ici à Québec. Non, c'est ça. Tu sais, on voit comme que la cuisine française a vraiment plusieurs dimensions, tu sais. C'est vraiment les techniques, c'est ça qui fait la différence. Tu arrives là, en fait, c'est juste le Saint Graal de la technique, finalement, tu sais, qu'on n'est pas toujours capable de faire ici au Québec, pour toutes sortes de raisons, tu sais. Mais là, on arrive là-bas, puis là, c'est technique 365 jours par année, là, tu sais. Ça prend beaucoup de temps, puis en France, on veut pas, on t'oblige à rentrer à 8 h le matin pour, tu sais, des fois, le service du soir. Fait que, tu sais, t'as le temps de faire ces choses-là. Vous témoignez directement du cliché, si je comprends bien. C'est-à-dire l'environnement de travail peut-être un peu plus intense. Quand je parlais de plusieurs couches dans la gastronomie française, c'est la course aux étoiles Michelin. Là. Cette course-là, elle peut être vraiment malsaine, en fait. Clairement. Puis c'est comme si on perdait le focus sur le aimer faire à manger, puis juste aller chercher les étoiles, coûte que coûte, dans le fond. Puis c'est là que ça devient un peu... ça prend toute la place, puis c'est trop, là, tu sais. C'est plus une ambiance. Un constat général. C'est ça, une ambiance que tu rentres, t'es stressé, tu te couches, t'es stressé, il faut que tu sois au meilleur que tu peux. Mais c'était pas votre définition de la gastronomie. L'appel de la maison, il était très fort, là. Puis à un moment donné, la santé mentale, c'est important, là, tu sais. Ça vient rejoindre aussi les jours d'ouverture du Melba, les heures qu'on se donne, les règles en place dans cette entreprise-là qui font en sorte qu'on veut rester sain là-dedans puis avoir toujours du plaisir parce que c'est important. Ouais. Vraiment, vraiment. Et ça se sent, ce plaisir-là, quand on vient au Melba. Ça fait partie un peu de votre signature aussi de démocratiser tout ça, de rendre ça plus accessible. Si on s'installe dans un quartier qui est si diversifié, si multiculturel, c'est sûrement ça, votre ligne. Nous, on veut pas faire peur aux gens. T'sais, on veut que ça soit convivial, puis
que les gens, ils viennent ici parce qu'ils veulent passer une belle soirée entre amis, puis pas avoir peur de déranger la table voisine. Ou de pas comprendre ce qu'ils mangent aussi. C'est ça, de pas comprendre, tu sais, c'est ça. Ben, des fois, il y a des... Tu sais, je veux dire, moi, ma première visite ici, quand vous m'avez parlé de barbageant, là, moi, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, mais encore une fois, c'est ancré dans votre expérience. Est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes professionnels à l'écoute de justement sortir de leur zone de confort? Ah, tout à fait. Oui, hein? Ah oui. Moi, je le regrette. Sors de ta zone de confort. Est-ce que vous voulez me sortir de ma zone de confort? Ah, ben oui. Ouais. Let's go. Ouais. C'est tout simple, mais c'est vraiment très beau. Ah, le bourguignon, sérieux. Ouais, ça goûte vraiment la viande rouge, le vin rouge. Wow! La duxelle de champignons, tu sais, le côté très réconfortant de ça. Ce que j'apprécie, c'est de manger avec mes mains chez vous. Sérieusement, tu sais, encore une fois, vous parlez de démocratiser la cuisine aussi, mais vous réussissez dans la façon dont vous le présentez. C'est des goûts que les gens connaissent, tu sais, comme le bœuf bourguignon, quelque chose d'assez connu internationalement. Là, tu sais. Fait que juste cette version-là 2.0 moderne, ben c'est un peu la vision Melba de ce qu'on peut avoir de tous les classiques français qu'on retrouve, là, finalement. On est dans le souvenir, dans le réconfort, dans la modernité, dans la présentation, dans l'exécution, mais dans le plaisir. Dans le plaisir. Alex, ton tour. C'est tellement satisfaisant, le petit bruit du caramel qui craque. C'est comme des Rice Krispies avec... J'étais pas certaine si c'était ça. Oui. Ça, j'envoie ça en bain-marie directement dans le four après. C'est ça. Après, c'est réfrigéré. La simplicité de ce dessert-là, mais l'importance des gestes, puis de l'exécution, puis de la technique sérieuse, ça en dit long, là. Oh, regarde ça, Alex! C'est quand même satisfaisant. Il y a une odeur de caramel, puis de voir ça, il y a réconfort. Tout de suite, on sent qu'il y a vraiment le désir d'offrir énormément de réconfort dans votre cuisine. On se le cachera pas, là. C'est au cœur de votre créativité. Je pense que c'est limite un souvenir d'enfance. C'est de quoi qu'il y avait à la cafétéria. J'arrive juste au bon moment, on dit. Merci, merci beaucoup. Salut. Bon appétit, Guillaume. Bon appétit. C'est ça, hein, les gourmands savent. Cher Guillaume. Et là est venu le moment de souligner l'exécution, le fait qu'il n'y ait pas de bulle autour. Rapproche-toi. Regarde ça. Oh! Regarde la beauté de ça. La douceur, la texture, l'onctuosité, le goût de caramel. La vanille aussi, en même temps, clairement une belle vanille de qualité. C'est exceptionnel. C'est vraiment du bonheur à chaque bouchée. Bravo! Longue vie à Melba dans Saint-Saveur. On dit ça. Merci, Alex. Merci. Merci, Alison. Salut, les gourmands. Saint-Saveur, c'est mon hood. Si j'ai choisi de m'établir dans le quartier, c'est en raison de la proximité avec les gens. Je veux consommer selon mes valeurs, à échelle humaine, puis sentir que je prends part à une vie de quartier. Cultiver un sentiment d'appartenance à sa communauté. C'est aussi ça qui a attiré le chef Tim Maroney ici. Son restaurant Alentour représente littéralement l'avenir de la restauration, mais pas juste à Québec, partout sur la planète.
Salut Tim. Salut. Merci de m'accueillir chez toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Tim, parce que tu as une vision de la restauration que très peu de chefs ont. Pourquoi tu penses que tu es si différent des autres? Je dirais que la restauration, ça reste un grand amour pour moi et pour tous les gens dans l'équipe, mais qu'on ait cette conscience que l'actualité de la restauration est souvent très peu soutenable en lien avec le développement durable. Puis ça vient, je dirais pas nécessairement autant d'utiliser le mot éco-anxiété, mais un peu peut dire éco-responsabilisation. Qu'on trouve que tout le monde puisse faire son part dans la lutte vers une société soutenable. Il y a énormément de travail en amont. Est-ce que le consommateur qui entre ici, qui vit ton expérience, est en mesure de tout comprendre ce que ça implique alentour? C'est une excellente question. Il y en a que oui, il y en a que non. Puis il y en a qui souhaitent pas nécessairement tout savoir et on trouve que c'est complètement acceptable aussi. On met beaucoup la responsabilité sur les entreprises de gérer ce côté environnemental. On trouve pas que c'est la responsabilité nécessairement de la consommateur d'être ici en salle à manger en filtrant le menu pour trouver le choix le plus éco-responsable, le choix qui correspond mieux avec les valeurs. C'est ancré dans l'authenticité du terroir local aussi, ce que tu as. Ta mission, c'est de t'approvisionner à 150 km, quelques exceptions pour le lait, la levure, le vin, mais c'est quoi le plus gros du défi dans tout ça? Je dirais la saisonnalité. On a une grande variété de produits, puis on a en général une bonne disponibilité des produits à l'intérieur de notre rayon d'achat. Mais il ne faut pas oublier que la saison d'agricole, la saison de récolte est très courte comparée à les 12 mois qui existent dans l'année. C'est vrai. On cuisine rarement avec les ingrédients qui rentrent frais à toutes les semaines. Il y a une partie, disons aujourd'hui, je pense que je reçois des champignons et j'ai reçu des œufs. Et je ne reçois pas d'autres choses cette semaine. Wow! Donc, toutes les autres choses qui font partie du menu mais sont pourtant, déjà tu as de la viande au menu, tu as du poisson dans tes menus aussi, tu as toutes sortes de... Tu as souvent des fruits aussi. Fait que donc, d'où proviennent tous ces aliments? De sa propre saison, qui n'est pas fin janvier. Il y en a quelques producteurs qu'on travaille avec qui entreposent les produits congelés sur place ou transformés sur place, qui sont capables de nous dépanner. Déjà, pour nous, c'est pas assez sécure dans le système. Il faut qu'on s'assure que les produits sont déjà rentrés, déjà transformés, déjà dans notre inventaire pour bien fonctionner à utiliser à travers l'année au complet. Nos inventaires, c'est c'est vraiment très pointu. Ah, c'est rigoureux, là. Sérieux? Oui. Il y en a des fichiers Excel là-dedans, là. Il y a beaucoup de procédures pour être certain qu'on suit bien ce qu'on a besoin et aussi ce qu'on consomme pour les prévisions, pour les futures années aussi. Autant que c'est important de savoir qu'on a 3 kilos de gadelle au congélateur en ce moment, c'est important de savoir qu'on a passé 12 l'année passée et sont quoi nos prévisions en termes des invités par jour, par année, pour s'approvisionner de la bonne façon pour que tout le monde mange aussi varié en hiver qu'en été. Il faut toujours avoir plus que pas assez. Disons, même dans notre première année, on a acheté autant de vin, on s'est approvisionné autant de vin pour être certain que si on était plein à tous les soirs, qu'il y avait du vin pour tout le monde. Avec la pandémie, avec le fait qu'on était une nouvelle entreprise et il faut faire sa place, c'est certain qu'on était très loin d'être plein à tous les soirs. Ça nous a aidé dans un certain sens que notre base de cellier avait vraiment une belle fond pour la deuxième année d'achat. Donc, en deuxième année, on a moins besoin de gratter pour le vin disponible et on était plus capable de s'approvisionner avec nos coups de cœur en termes de vin. C'est certain qu'on vit des imprévus, puis il faut être à l'aise de s'adapter aux imprévus. Peut-être le 12 kilos de gingembre qui a passé plus vite qu'on a pensé ou... Fait que, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu fais tout simplement l'enlever de ton menu? On choisit. On choisit puis on change. On fait de nouveaux plats. On fait une nouvelle préparation. Moi, je pense qu'on est un peu curieux de comprendre ce qui se passe dans ta cuisine, justement, dans un moment de l'année où il n'y en a pas de légumes qui sortent. Oui. Ouais, on y va? Fantastique. On y va.
Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? On va farcir et cuire des dumplings ensemble. OK. On va être capable de commencer de le passer. Ça sent bon. Ça sent la farine. Après, je te laisserai couper des ronds qu'on puisse farcir ensemble. Je veux pas de gaspillage, là. Hein? Dans le fond, il y a une purée de pieds de champignons, une glace de canard à la sarriette et on a une salsa au coriandre, aux fines herbes hydroponiques. Fines herbes hydroponiques, donc, disponibles à l'année. Disponibles à l'année. Je peux me permettre? La glace, elle est magnifique. Merci. Ça vient tout enrober mon palais. La texture du dumpling aussi, en même temps, tu sais, on goûte ta pâte. OK, ouais. Ça me rappelle ma grand-mère. OK. Parce que ma grand-mère cuisinait beaucoup avec la sarriette. Ouais. Je goûte ça, puis je sais que je goûte quelque chose de très profondément Québec. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir accès là, à un plat qui est très à l'image de ma région. Merci, Tim. I'm gonna enjoy. Santé les gourmands. J'aurais tellement voulu tout vous montrer de mon quartier chéri, mais je prends quand même encore une petite minute pour vous montrer d'autres perles en rafale. Suivez-moi! Chanda Épicerie Asiatique. Souvenez-vous de ce nom, c'est un incontournable sur la rue des Oblats. Puis, je l'avoue, peut-être un petit peu trop près de chez moi. J'y vais pour les produits tous plus colorés, texturés et aromatiques les uns que les autres. Mais j'y vais surtout pour la cuisine du chef copropriétaire Maxime Chanda Tremblay, qui est, ma foi, incroyablement parfumée et savoureuse. Chapeau-les-Bois, c'est la place pour les amoureux des forestibles, des comestibles issus de la forêt. Il y a une grande variété de champignons sauvages séchés et frais en saison, mais aussi des produits transformés à partir de leur cueillette tout au long de l'année. On en cuisine aussi sur place. Ils font même de la bière. S'il y a une façon de mettre les champignons d'ici en valeur, François et Céline vont la trouver, soyez-en certains. Noctem Artisan Brasseur a vu le jour dans Saint-Roch, mais c'est dans Saint-Sauveur que se brasse l'avenir de l'entreprise. Avec son salon de dégustation où on peut apporter à manger et jouer entre amis à des jeux de société, c'est un endroit unique à Québec à l'image de la culture brassicole canadienne, c'est-à-dire innovante et décontractée. S'il y a un endroit qui attire beaucoup de monde en ce moment dans Saint-Sauveur, c'est Frankie Johnny. Frankie, c'est François Borderon, artisan boulanger, et Johnny, c'est Jonathan Marcoux, maître du sandwich. C'est lui qui nous accueille derrière le comptoir. Mon préféré, c'est celui au flanc de porc avec énormément de jeux de texture. Puis moi, la petite sauce, je suis vraiment comblée. Oh, c'est gourmand! J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche avec la saveur de Saint-Sauveur et ces jeunes qui travaillent vraiment très, très fort pour redonner les lettres de noblesse à ce quartier ouvrier original de Québec. Salut les gourmands!